Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du JT des JT. Voici pour vous le sommaire. Des militaires au Burkina Faso, en Guinée, au Tchad, au Mali et dernier cas en date au Niger, le continent africain connaît une augmentation significative des coups d'État. Les mesures de la CEDEAO menacent d'intervenir par la force pour établir l'ordre constitutionnel en cas d'impasse du dialogue. Invité sur les plateaux de la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement béninois a clarifié la position du Bénin au sein de la CEDEAO. L'Union progressiste, le renouveau UPR, étoffe plus large à son directoire. Le bureau politique a connu de profondes mutations au cours de sa session ordinaire le week-end écoulé. Plus de détails dans ce journal. La communauté chrétienne a célébré cette semaine la fête de l'Assomption. Dans le département des Collines, c'est une grande fête pour les fils et filles de Savalou. Revivez dans un instant l'ambiance qui a prévalu lors de cette célébration. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. La crise politique au Niger continue de faire sujet d'actualité au Bénin. À ce sujet, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, a clarifié la position officielle du Bénin au sein de la CEDEAO. Nous ne déclarons pas la guerre au peuple nigérien, mais nous sommes contre la prise de pouvoir par les armes. Position de principe expliquée par le porte-parole du gouvernement sur le plateau Focus de l'URTB. Suivez un extrait de ses clarifications. Parce que, et il faut le dire tout de suite, il ne s'agit pas de décision contre le peuple nigérien. Et comme certains ont pu dire, oui, la CEDEAO va en guerre, le Bénin va en guerre contre le Niger, je vous dis tout de suite que nenni. Le Bénin n'est pas en guerre contre le Niger, il ne s'agit pas et il ne s'agira jamais d'une guerre du Bénin contre le peuple frère du Niger. Le peuple frère du Bénin n'a rien contre le peuple frère du Niger. Le peuple nigérien et le peuple nigérian sont des peuples frères. Donc le Nigeria ne déclare pas la guerre au Niger. Il s'agit d'une action envisagée par la CEDEAO, je dirais en désespoir de cause, pour demander aux militaires en question de quitter la scène et de restaurer l'ordre démocratique. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc ceux qui ont pu dire, oui, ils vont affronter les populations, je vous rassure que dans la logique de la CEDEAO, il ne s'agit nullement d'une guerre contre les populations. Les coups d'État intervenus au Niger continuent de susciter beaucoup d'encre et de salive au sein de la communauté nationale qu'internationale. Les mesures de la CEDEAO menacent d'intervenir par la force pour établir l'ordre constitutionnel en cas d'impasse au dialogue. Un sujet abordé ce lundi sur les plateaux de la télévision nationale. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait du débat fait par quelques politistes. Suivons ensemble. Si on en vient à violer la Constitution, pour bon nombre de démocrates, on ne peut pas faire l'apologie d'un coup d'État. Et donc, s'il y a violation du texte constitutionnel, on doit appeler au rétablissement de la légalité constitutionnelle.
Aussi longtemps que des hommes et des femmes groupés au sein d'une nation auront la possibilité d'aller dans les urnes pour dire « je suis d'accord pour tel ou tel » ou dire « je ne suis pas d'accord pour la façon dont le pays est gouverné » ou choisir celui qui, eux, ils trouvent qui est à même de diriger le pays. Aussi longtemps que cela est possible, il n'y aura aucune raison, aucune justification à un coup de force, à un coup d'État. Les coups d'État, en fait, créent l'instabilité et empêchent la mise en œuvre des programmes et projets de développement. Ouais. Bon, donc ça arrête. C'est pourquoi on parle de recul démocratique. Forcément, c'est un recul. On ne peut pas encourager les coups d'État dans l'espace communautaire. On ne peut pas encourager les coups d'État. Regardez les pays qui font le développement. C'est les pays qui ont la stabilité. Ouais. Vous savez que les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale et autres, qui sont catalysatrices des fonds des PTF, en fait, n'investissent que lorsqu'il y a la stabilité et quand ils ont la garantie que vous pourrez payer les ressources. Mais si chaque fois vous devez faire des coups d'État, vous n'avez pas la faveur, vous n'avez pas la bonne ceinture. Chaque pays a ses réalités et le processus démocratique n'est pas toujours parfait. Même quand vous allez aux États-Unis, on a vu ce qui s'est passé la dernière fois avec Trump. Aujourd'hui, on le traîne devant les tribunaux. Pour autant, il ne faut pas penser à aller à un coup de force. Ces poutistes-là, ils ont fait le coup d'État. Les idées qu'ils évoquent aujourd'hui, s'ils avaient des idées aussi brillantes, ils auraient dû démissionner et aller constituer un parti politique et faire une offre à la population qui puisse adhérer ou pas à leur offre. Il y a eu, par exemple, au Niger, une manifestation au stade Sénécoutier. Vous avez vu, c'est 30 000 personnes identifiées pour les décomptes qui ont été faits. 30 000 par rapport à des millions de citoyens. La représentativité est vraiment faible. Mais vous voyez, pourtant, on a dit évidemment que le peuple a doublé. Donc il y a une communication, il y a une communication qui accompagne en fait, pour montrer que les coups d'État sont davantage viennent de la volonté du peuple. Mais non, les coups d'État doivent être proscrits. C'est un délit en fait. Le président Bazoum a investi dans l'équipement militaire pour cela. Oui. Et quand on a fait ça, c'est pas pour qu'il retourne les armes contre celui qui les a donné la possibilité d'être bien équipés. Ce n'est pas pour ça, c'est pour défendre la nation quand la nation est attaquée. Les poussistes, est-ce qu'ils ont la qualité d'aller aux affaires pour gouverner l'État comme cela se doit? C'est la question. C'est toute la question. Après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, les militaires ont pris d'assaut le pouvoir au Niger le 26 juillet 2023. Conduit par le général Abdourahmane Tiani, la junte a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Plusieurs organisations de la sous-région et les pays occidentaux ont condamné ce coup de force qui va à l'encontre de l'ordre constitutionnel. Sur la question de ce coup d'État, l'acteur politique et ancien bâtonnier Jacques Migan condamne les faits et évoque les implications politiques et économiques. Des propos recueillis par ESAE TV. Quand j'ai appris le coup d'État survenu au Niger le 26 juillet dernier, j'étais très mal surpris. Très mal surpris, je le dis parce que en tant que juriste, je ne peux point accepter les coups d'État. Et je ne connais pas non plus de juriste. Je ne connais pas d'économiste. Je ne connais pas de patriote qui accepterait, cautionnerait, soutiendrait un coup d'État. Non. Les coups d'État, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Ceux de ma génération, j'entends par là, qui ont connu les coups d'État au Bénin dans les années 1960, plus précisément, je crois que ça a commencé en 1963, jusqu'en 1972, vous diront que les coups d'État sont mauvais. C'est un désastre. C'est un désastre, un coup d'État. Ça crée l'instabilité dans le pays. Et quand on parle d'instabilité, ça freine le développement. Un coup d'État, c'est un désastre, c'est un cancer, je dirais. Et très souvent, les gens ont tendance à croire, quand j'entends dire « le peuple a soutenu ». Non, le peuple ne soutient pas un coup d'État. Le peuple ne peut pas soutenir un désastre. Le frein à un développement, pourquoi voudrez-vous que pour son bien-être, il applaudisse ? Que les gens applaudissent? Non.
on n'applaudit pas le cancer, le désastre. C'est parce qu'ils ne sont pas bien renseignés sur ce que c'est que le coup d'État. Comme je le dis souvent, c'est un fléau. Un fléau dans la mesure où ça fait reculer le développement. Quel que soit le pays africain, pays européen, c'est fort de ça que nous disons que là où il y a le droit, il faut laisser le droit exercer sa plénitude. On ne peut pas utiliser la force pour faire sortir le droit de là où il est. Quand j'entends dire souvent, monsieur le journaliste, que des militaires ont fait un coup d'État, je considère cela comme une lâcheté, une traîtrise. Heureusement qu'ils ne sont pas légion, ceux qui vont dans le sens du coup d'État. C'est fort de ça que nous devons distinguer la réaction lorsqu'il y a des coups d'État et le comportement de nos compatriotes. Le coup d'État qui s'est produit, qui s'est réalisé, je dirais, au Niger, c'est une affaire entre deux individus, un président de la République et l'homme en charge de sa sécurité. Et c'est là où je dis, mais comme la CEDEAO a réagi, écoutons encore ce qui a été dit par notre ministre en charge des Affaires étrangères. C'est une question de prise d'otage, de kidnapping. Ce n'était pas un coup d'État. Ça n'a pas été un coup d'État. On ne peut pas, parce qu'on a les armes, dire qu'on va prendre en otage quelqu'un, ce qui plus est un chef d'État. Ce n'est pas normal. Et cela pose le problème suivant, monsieur le journaliste. Pensez-vous, aujourd'hui, que les chefs d'État feront confiance aux militaires de leur pays pour assurer leur sécurité, lorsque ceux-là même, comme ça a été le cas en Guinée, le cas au Niger, qui retournent les armes contre vous, chefs d'État qui les avez choisis? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? Cette méfiance amène certains chefs d'État, pour leur sécurité, à faire appel à l'extérieur. Nous entendons dire que certains font appel aux Israéliens. Nous entendons dire que certains chefs d'État font appel à ceux qui maîtrisent la sécurité, tels que les Rwandais et consorts. Moi, je pense que nous devons à ce niveau revoir le comportement ou les comportements que doivent avoir ceux qui sont appelés à assurer la sécurité d'un chef d'État. On ne peut pas vous confier une sécurité pour que vous vous retourniez contre le droit, la légalité. Ce qui s'est passé au Niger, c'est dangereux. Toujours dans le même registre lié à l'actualité politique au Niger, à présent, je vous invite à suivre les impressions de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ces derniers opinent sur cet accroissement des coups d'État, des propos recueillis par la rédaction de ESAE TV. Les coups d'État, ça ne va pas manquer parce que, étant donné qu'un président qui est au pouvoir, qui a déjà des problèmes au moment où il a été élu, ces genres de choses ne manquent pas. Il y a très longtemps que nous avions organisé, je pense à tous les pays à leur niveau, organisé des conférences vives au niveau de leur territoire qui ont réorganisé le système démocratique qui est sanctionné par une constitution régulièrement établie par toutes les forces vives. Je pense que si quelque chose ne va pas au cours d'un mandat, la meilleure des choses, c'est l'assise nationale qu'il faut solliciter à tout prix et la voir discuter autour d'une table ronde et prendre les grandes décisions que d'aller au coup d'État. C'est comme si nous sommes en train de repartir à une nouvelle république, à une nouvelle réorganisation du système démocratique, alors que nous sommes faits pour avancer et non pour régresser. C'est une question de sécurité et que c'est une question d'unité. Il faut que toute l'Afrique, il faut que nos dirigeants africains s'unissent davantage et avec la combinaison des forces de sécurité dans
dans tout l'espace de l'Union de la sous-région, je crois bien que qu'on pourra faire évacuer ou bien on pourra faire avancer, on pourra faire disparaître plutôt les coups d'État au niveau de nos pays. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas bien, parce que d'abord, quand on parle d'un président élu de façon démocratique, mais renverser un président ou un gouvernement par des coups d'État, je crois que ça n'aide pas nos pays et c'est un recul sur le plan démocratique. Nous allons demander à nos responsables, sinon nos dirigeants, de revoir un peu, c'est-à-dire la façon dont les choses se passent là. Ça n'arrange pas les pays et ça ne nous arrange pas aussi. Donc ils n'ont qu'à revoir surtout comment on appelle, de CEDEAO. Là, ils n'ont qu'à revoir les choses pour qu'on dise, ça ici on dit que tel président doit faire tel, il faut qu'il respecte. Là, je pense que les choses iront très bon même. Nous allons toujours souhaiter la paix en Afrique pour que les élections se fassent dans de bonnes conditions et que les présidents, une fois élus, n'auront plus ces problèmes avec leur propre garde-corps ou bien leur propre population. Quand tu es élu par la population, je sais que la population prend toujours défense de leur président et qu'il n'aura plus ce genre de choses. Il faut que les élections se fassent dans de bonnes conditions et que nous allons épailler cette chose-là des pays africains. Les séries de coups d'État, formes d'assertion antidémocratique au pouvoir malheureusement prisé des pays africains, majoritairement francophones, ont jalonné l'histoire de ces pays depuis leur indépendance. La question qui se pose ici est de savoir si cette pratique est-elle bénéfique pour le développement de ces pays. Élément de réponse dans cette analyse réalisée par la rédaction de Eden TV. Les coups d'État militaires sont devenus monnaie courante en Afrique de l'Ouest ces dernières années après l'accalmie notée au début des années 2000. La pratique donne aux États africains la triste réputation d'être de mauvais élèves à l'école de la démocratie. En regardant dans le rétroviseur, on peut se rendre compte de ce que les coups d'État et les autres systèmes de transfert de pouvoir non démocratiques sont des catastrophes nationales. Ils engendrent la pauvreté, l'isolement et l'instabilité dans ces pays. C'est justement pourquoi des analystes politiques estiment que les coups de force ne sont plus à tolérer. Il n'est plus tolérable de continuer à accepter les coups d'État nulle part dans le monde. Ce n'est pas une question de l'Afrique en réalité, parce que vous savez, le monde a une histoire par rapport aux différents systèmes politiques que l'humanité a expérimenté jusque-là. Et il se fait qu'aujourd'hui, la démocratie semble être quand même le système le plus adulé, avec cet art bien entendu. Et donc, partant donc de ce postulat, il est question de faire la promotion de cette démocratie, quoique perfectible. Donc, si nous restons dans cette logique, il est absolument impossible de continuer à tolérer les coups de force, que ce soit en Afrique ou nulle part, partout ailleurs dans le monde. Les coups d'État ne sont pas la voie royale pour accéder au pouvoir. Et donc, il faut le dénoncer. Et quand nous regardons un peu dans le rétroviseur, aucun pays, surtout en Afrique, où les coups d'État sont devenus une compétition nationale, n'ont permis à ces pays-là de connaître un véritable progrès. Et pour cause, les militaires n'ont pas vocation à élaborer un projet de société. Regardez par exemple au Niger, il y a eu au moins 5 coups d'État là-bas. Chaque fois, quand les gens viennent, ils viennent remettre en cause la marche. Mais parce qu'ils n'ont pas vocation à diriger un pays, eh bien, les mêmes problèmes se répètent. Le Soudan, il en a connu au moins 17 coups d'État. Et pourtant, ils sont toujours là, à manquer d'électricité, à manquer d'eau, et à ne pas pouvoir donner satisfaction aux besoins élémentaires de nos populations. Donc, les coups d'État ne sont pas la voie idéale.
nous devons cesser. Nous sommes au 21e siècle et l'Afrique ne doit plus continuer à se donner en spectacle de cette façon. Ma position à moi, elle est la position que Aimé Césaire nous a recommandée, à savoir la lucidité dans la révolte. Cela voudrait dire que même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe à l'intérieur du pays, nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut donc signaler que les changements anticonstitutionnels de gouvernement constituent un frein au développement des pays qui en sont victimes. Et puis on parle religion à présent. La communauté chrétienne a célébré le mardi 15 août 2023 la fête de l'Assomption. Dans le département des Collines, plus précisément à Savalou, c'est une grande fête pour les fils et filles de Savalou qui profitent de l'occasion pour passer de temps en famille et entre amis. Revivez l'ambiance qui a prévalu à cette célébration. Un reportage signé Eden TV. Procession à la Vierge Marie, homélie, offrande. Partage du corps du Christ, voilà les moments forts qui ont marqué la messe d'Assomption à Mokpa. Le père célébrant Sylvain Akrombessi est revenu sur le mystère qu'est l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Au terme des messes célébrées dans les églises de Savalou et environ, tous à table, entre amis, parents et invités. Nous sommes ici chez Juliette Baguidi. Beaucoup de gens se trompent et disent que la fête de 15 août, c'est la fête d'Ignam. Non. La fête de 15 août, c'est l'Assomption. C'est la fête de Marie, de la Sainte Vierge Marie. Donc, nous profitons pour continuer avec la fête d'Ignam qui s'est passée déjà hier, le 14. Les cérémonies ont eu lieu, tout s'est bien passé. Bon, et on a commencé la fête en ce moment jusqu'aujourd'hui. Puisque ce matin, après la fête d'Ignam, hier, on continue à l'église. Et après l'église, tout le monde fait à groupe, dans tout le village, dans leur maison, pour recevoir leurs amis, les gens du village, toute la famille. Voilà, c'est ce que c'est que la fête du 15 août. Comme Juliette, Henri Tchokonhwe, professeur d'université à Parakou, natif de Mokpa, a aussi reçu des amis. Lorsqu'on parle de la célébration de la fête d'Ignam, il faut reconnaître que nos aïeux, dans le temps, non seulement étaient des vaillants en termes de culture d'Ignam, c'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui est en train d'abandonner progressivement cette culture au profit de la culture du coton. Mais ce n'est pas une raison pour que dans la commune de Savalou, que nous ne montrions pas effectivement nos valeurs traditionnelles en termes de production d'Ignam. Et c'est pour ça que la fête de 15 août est souvent célébrée et nous montrons effectivement que nous sommes aussi une localité qui produit effectivement l'Ignam. La fête a continué jusqu'à tard la nuit sur la place publique Maman Gari, où a eu lieu un géant concert avec comme invité vedette Nicanor. Vraiment, la fête a été très belle et je suis fière d'être savaloise. Je suis prêt à revenir ici, à refaire ce voyage, mais avec toute la famille aussi. Voilà. Terminus, tout le monde descend. Vive la fête de l'Ignam, vive l'Assomption.
Parlons toujours de la célébration de la fête de l'Assomption. La dite célébration commémore la montée de la Vierge Marie au ciel. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a recueilli les avis de quelques chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou qui apprécient cette fête. Des propos recueillis par ESAE TV. La fête de l'Assomption, c'est la montée de la Vierge Marie vers le Père. Et nous, chrétiens catholiques, nous considérons la Vierge Marie comme notre maman, la mère de tous les chrétiens. Et sa montée vers le Père doit nous signifier beaucoup de choses. Arriver là-bas et elle va demander pardon pour nous qui sommes pécheurs, ensuite nous faire grâce de tous les biens dont elle est capable. C'est une fête, une grande fête pour la communauté chrétienne parce que on fête l'élévation de la Vierge Marie au ciel, d'accord? Élévation corps et âme de la Vierge Marie au ciel. Et donc, l'arche de l'alliance, de la nouvelle alliance de Jésus ne peut donc pas connaître la corruption, d'accord? C'est pour ça que son corps et son âme est élevés dans les cieux. Donc c'est une grande fête pour la communauté chrétienne, pour l'Église catholique. Je nous dis aussi ça, parce que nous avons dit non, et nous avons dit et nous avons minano fon mnando Maria yo mnando pikbe webin no ayo eno siome lo campime eno siome mno wa ndia ndebudiazi poa moyo eno wa nmekporo yaipo. D'après les Saintes Écritures, c'est par la Vierge Marie que le Christ Jésus est venu sur la terre pour accomplir sa mission, la bonne nouvelle. Et la Vierge Marie est vraiment une figure emblématique. On dira que c'est pas elle, grâce à elle, que le Christ a poursuivi sa mission. Lorsque l'ange Gabriel a annoncé la bonne nouvelle à la Vierge Marie, qu'elle sera la mère du Sauveur, c'est vrai qu'elle était déboussolée, mais elle l'a accepté avec joie. Et nous fêtons aujourd'hui la Vierge Marie parce que la Vierge Marie, elle fait de grandes choses dans nos vies. La belle preuve, d'après l'évangile que nous avons suivi aujourd'hui, elle est celle qui assiste tout le monde. La belle preuve, elle est allée voir sa cousine Elisabeth. Ça montre aussi combien de fois la Vierge Marie tient à la ressource humaine. La personne humaine est vraiment importante pour la Vierge Marie. Et je crois qu'avec la Vierge Marie, avec elle, nous pouvons toujours compter sur elle. Parce qu'après le Christ, c'est la Vierge Marie. Elle connaît nos besoins, elle connaît nos ressentis, elle a vécu sur la terre, donc par conséquent, la Vierge Marie est vraiment celle sur qui on peut compter. On peut vraiment compter. Et il y a plusieurs messages, plusieurs anecdotes qui disent vraiment combien de fois il faut aimer la Vierge Marie, comparativement aux autres religions. Le corps de Jésus n'a pas pourri, si je veux m'exprimer en ces termes. Le corps de sa mère aussi ne peut pas pourrir, ne peut pas connaître la corruption. Voilà, donc Dieu l'a élevé, Dieu l'a préservé du péché et l'a donc élevé. Voilà, donc c'est Dieu qui a permis cette fête-là. Bon, c'est vrai que ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ce que nous, les chrétiens catholiques, nous croyons. Il faut adorer la Vierge Marie en tout temps et en tout lieu. Puisque c'est une grande fête, chacun essaie de la marquer suivant son goût, suivant les moyens qu'il a. D'accord. Si vous avez les moyens de fêter comme vous le souhaitez, c'est-à-dire vous le fêtez comme bon vous semble. Si vous n'avez pas les moyens, fêtez avec le cœur. D'accord? Vous priez, bon, voilà. Bien sûr, nous vénérons nos mères. Nos mères sont très très importantes dans nos vies. Pour quelqu'un qui aime sa mère, aimer la mère de Jésus aussi, ça va de soi. Voilà, donc on peut la prier. On sait que Jésus aimait sa mère et lui-même, Dieu nous a dit qu'il faut honorer sa mère. Donc si on prie Marie, Marie demande quelque chose à Jésus, on l'aura.
dans la méditation, dans la prière et dans le silence. Parce que la Vierge Marie, elle méditait tout dans son cœur, elle vivait tout dans son cœur. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il faut prier la Vierge Marie, c'est tous les jours. C'est tous les jours. La belle preuve, lorsque nous nous réveillons, nous saluons nos mamans. C'est la même manière également, une pensée tous les jours. Et je crois que c'est dans la méditation, dans le silence. Et lorsque vous pensez à quelqu'un, naturellement la personne aussi pense à vous également. Donc je crois que c'est une grâce et il faut, dans le silence, voilà, et dans la méditation, je pense vivre cette journée. Qui dit fête de l'Assomption parle également de fête de l'Iam. La communauté béninoise a célébré ce mardi 15 août 2023 la fête de l'Iam. Ce tubercule était au rendez-vous particulièrement à Savalou. Un rendez-vous devenu national dans la cité des Sohra autour du tubercule. Savouré sous diverses formes, l'Iam s'impose comme un véritable patrimoine culinaire. L'Iam, un délice et atout économique. Pour en comprendre davantage, suivez le dossier économique réalisé par l'ORTB. Nous sommes au mois d'août, période où le tubercule d'igname signe son grand retour sur les étagères au Bénin. Monique, revendeuse d'igname, n'a pas attendu la dernière minute pour se ravitailler. Différentes variétés sont exposées sur ces étalages. Le tubercule d'igname est très présent dans l'alimentation au Bénin. On en consomme cuit, frit, séché sous forme de cossettes ou encore pilé. C'est sans grande difficulté donc que l'igname a pu s'insérer dans les habitudes alimentaires et gagner le cœur des consommateurs. Maintenant, là, c'est téléphone là qu'on achète comme ça, là, c'est 100 francs là. L'igname là, 500. Les gens n'achètent pas ça beaucoup comme ça. J'aime l'igname plus que patate parce que c'est doux. Quand je vois l'igname, je vais manger. J'achète, j'amène à la maison, on fait igname pilé. Tantôt, on fait cuire ça comme ça aussi à la maison. Au Bénin, la production de tubercule d'igname a connu au cours de ces dernières années un accroissement de plus de 12%. Elle fait notamment objet d'importantes transactions commerciales vers les grandes villes où la demande est également très forte. Si la production de l'igname, de tubercule d'igname, elle est saisonnière, ça veut dire qu'il y a des périodes où la quantité est disponible, il y a une autre période où la quantité n'est pas disponible. Dans ce cas de figure, lorsque en période de non-production de l'igname, ça veut dire l'offre est faible. La demande, puisque c'est la consommation, ne peut pas interdire aux agents économiques de s'honorer. Donc la demande, elle est forte. La loi dit sur l'économie que quand c'est comme ça, il faut nécessairement que le vendeur qui recherche un profit augmente le prix de vente. C'est pourquoi souvent, en contre-saison, nous avons une augmentation des prix. Je pense que c'est des entrées de ressources financières. La renommée du tubercule d'igname dépasse également les frontières du Bénin. À l'occasion de la fête de l'igname, célébrée le 15 août à Savalou, le tubercule suscite l'intérêt de curieux venus d'horizons divers. C'est d'abord un atout culturel. Partant de cet atout culturel, on peut mettre cet atout-là en valeur. En partant chez eux, certains ont quelques tubercules d'igname. Ils font déjà la publicité, ils font la promotion chez eux. Ceux qui vont consommer vont savoir d'où est-ce que vient l'igname. C'est la publicité du pays qui se fait sur ce plan-là. Deux, lorsque les visiteurs viennent, je pense bien qu'à Savalou, les villes environnantes, ces derniers font entrer des devises parce qu'il faut louer des hôtels, il faut s'héberger, donc c'est de l'argent qui rentre dans l'économie. Donc l'État peut, au-delà de ce qui se fait habituellement, accompagner, tel qu'aujourd'hui on fait la promotion du coton. Je pense qu'il y a toute une organisation autour. Et donc l'igname également, on peut faire la promotion, on peut organiser, former pour que ceux-là qui s'y adonnent à cette activité sachent que c'est ce qui leur revient comme métier, comme dans leur profession, et peuvent vivre de cela dans le temps. Nous savons tous que le chef de l'État se soucie du bien-être des producteurs et des revendeurs. Nous lui demandons de jeter un coup d'œil également sur la filière igname. Au Bénin, l'igname est surtout cultivé dans les formations cristallines du centre et du nord, depuis la latitude de Djidja jusqu'à Kandi. On revient en politique. L'Union progressiste, le renouveau UPR, étoffe plus large son directoire et un redéploiement de voilure en phase de l'envergure prise par l'UPR après sa fusion avec le PRD. Désormais, bureau politique compte 300 membres dirigés par une haute direction.
Qui sont les nouveaux membres du bureau? Élément de réponse dans ce reportage signé ORTV. Afin d'améliorer l'offre politique et de la rendre plus compétitive, l'Union progressiste Le Renouveau a procédé à la dynamisation de ses instances. En toile de fond, la mise en place de nouveaux organes, dont la création de la haute direction politique du parti. C'est d'ailleurs la plus grande réforme qui intervient depuis la fusion en août 2022 de l'ex-parti du Renouveau démocratique avec l'ex-Union progressiste. L'Union progressiste à la base, jusqu'en 2022, était comme telle. À partir de 2022, d'autres forces politiques nationales ont rejoint le parti. Et donc, il faut d'abord tenir compte ainsi de toutes ces nouvelles entrées pour élargir l'assise du parti. Et tenir compte de ce que tout le monde devrait être dans cet appareillage pour conduire le parti. En faisant ainsi le pari d'élargir la structure du parti, l'UPR ambitionne d'édifier un socle décisionnel plus solide et représentatif. Il s'agit pour nous donc de ne laisser personne sur le bord du chemin, de faire en sorte que le parti soit le véritable miroir de nos compatriotes. Ce n'est pas un enjeu facile de dire qu'on peut représenter tout le monde, mais c'est qu'il faut en donner suffisamment de gages pour qu'on nous fasse davantage foi, pour que ceux qui arrivent se retrouvent, pour que ceux qui estiment qu'ils peuvent encore arriver se disent bien, c'est un parti qui prend en compte tout le monde. Ce faisant, l'Union progressiste et Le Renouveau devrait consolider son assise et son ancrage sur l'échiquier politique national. Le plus important pour un parti comme le nôtre, avec ce qui nous voyons se profiler, c'est la discipline, c'est la solidarité, c'est le partage de nos valeurs, de sorte que quand nous sonnerons le rassemblement des troupes pour aller faire face à ces enjeux, à ces défis-là, que nous puissions réussir. Dans la solidarité, dans la discipline. Seul gage pour faire face aux enjeux sécuritaires, politiques, socio-économiques et culturels. Des postes des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest ont été formés sur l'efficacité dans le service rendu pour le développement du commerce électronique. Ceci jusqu'au vendredi 18 août 2023. Cette formation, rappelons-le, entre dans le cadre d'un projet de l'Union postale universelle. Des précisions dans cet élément. Encore quelques heures et ces colis et courriers vont être envoyés à leurs destinataires hors du Bénin. Les envois de paquets à l'international ne cessent d'augmenter, un changement significatif dû au commerce électronique. Les habitudes de consommation ont changé. Vous voyez, dans tous les pays d'Afrique, les jeunes, les femmes, les créateurs de start-up s'adaptent pour proposer des produits à travers Facebook, à travers WhatsApp, à travers Instagram. Et les personnes qui sont intéressées par ces produits commandent à partir de ce site-là. Donc c'est ça le commerce électronique. Le commerce électronique se développe et fait naître de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles attentes des clients. Le secteur postal se retrouve face à plusieurs défis. Nous avons les défis de la technologie, la pénétration rapide de l'Internet, l'exigence du consommateur qui veut une qualité, qui veut de la rapidité, qui veut de la fiabilité. Et ces défis-là associés à la compétition, parce qu'il y a maintenant beaucoup d'opérateurs. Les opérateurs postaux de Madagascar et de tous les pays francophones d'Afrique sont réunis ici pour relever chacun de ces défis. C'est le projet régional Efficacité opérationnelle et développement du commerce électronique, en anglais ORE. L'atelier ORE, comme vous le constatez, ça concerne un regroupement des techniciens des postes qui vont s'occuper d'échanger des expériences, de recevoir des formations et puis avoir des outils et des méthodes qui vont permettre d'être plus efficaces au plan opérationnel pour ce qui concerne le développement du commerce électronique. Et c'est la phase 3, mais c'est le deuxième atelier technique. Au cours des 5 jours, vous aurez l'opportunité d'explorer des thèmes cruciaux tels que l'amélioration de la performance des services, la qualité des services, l'intégration des systèmes d'information géographique dans l'adressage postal. Le projet ORE est en cours depuis 2016.
Le Bénin est choisi pour abriter ce deuxième atelier sur site au vu de son classement en 2022 comme premier pays en matière de livraison de courrier express dans le monde. 1000 fois plus de tonnes de production de riz au Bénin. Voici l'objectif du gouvernement à l'horizon 2025. Pour y parvenir, le gouvernement multiplie les actions, aménagement de périmètre, subvention de semences certifiées, déploiement d'équipes adaptées aux producteurs, conseils et autres soutiens aux riziculteurs. Zoom sur le programme 1 million de tonnes en 2025 avec la rédaction de l'URTB. On est sûr d'atteindre dans le Bénin les 1 million de tonnes. L'ambition du gouvernement d'atteindre une production de riz paddy de 1 million de tonnes en 2025 n'est pas un rêve. Sur le terrain, beaucoup d'actions sont déjà menées pour atteindre cet objectif. Une politique de subvention de semences certifiées est mise en place. Qui dit bonne semence dit rendement élevé et bonne qualité. L'État est en train de nous subventionner des semences certifiées. Et aujourd'hui, avec la semence certifiée, le rendement a trop changé parce qu'avant, c'était à 3 tonnes par hectare. Aujourd'hui, on va jusqu'à 8 tonnes à l'hectare. Des magasins sont construits pour entreposer les semences certifiées dans les meilleures conditions de température et d'emballage. Des aménagements de périmètre sont en cours, comme ici, sur le périmètre irrigué de Koussin-Lélé à Kové. Le site couvre environ 56 hectares à Koussin et près de 52 hectares à Lélé. Ce site est caractérisé par des cours d'eau permanents qui fonctionnent de façon gravitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'énergie pour pouvoir produire. C'est à travers ça que le pôle 1, qui est le pôle qui a le lead de la production rizicole, nous a accompagnés à travers le réaménagement de ces sites. Et ça permet d'avoir de l'eau en permanence et de façon répartie. D'ici 2 ans, nous allons passer au niveau seulement de ces grands aménagements, plus de 100 000 tonnes de riz paddy par an. Autre aspect de mise en œuvre de ce projet, la mécanisation. Du matériel est distribué aux riziculteurs, aux coopératives de producteurs et de transformateurs. En dehors de moissonneuses, on a reçu des batteuses. Avant, c'est avec la main, avec tonneau que nous battons. Et on a des motopompes que le gouvernement nous a apportées. Et tout ce que nous avons besoin, ils sont en train de nous fournir ça. Il y a des moissonneuses que le gouvernement nous a apporté. Ça a amélioré notre position parce qu'avant c'est avec Fossi que nous coupons le riz. Avant là, c'est difficile, mais maintenant là, c'est bon. On a trilleuse, on a des cortiquaises, là on est content beaucoup même. Tout ceci commence à donner des résultats quantifiables comme ici, sur le périmètre irrigué de Malaville, le plus grand périmètre irrigué du Bénin, 516 hectares entièrement consacrés à la culture du riz. Avec l'entretien et les aides et les formations que la TDA nous donne aujourd'hui, au lieu de 5 à 6 tonnes à l'hectare, nous allons jusqu'à 8 à 10 tonnes à l'hectare. Toutes ces actions sont structurées et logées dans un programme issu d'une restructuration du ministère en charge de l'agriculture et des réformes hardies opérées dans le secteur. Ces réformes ont conduit à l'adoption d'un mécanisme de promotion de 13 filières, dont le riz. En 2018, quand nous prenions le programme, nous étions à 363 000 tonnes de riz sur le plan national et comme objectif en 2021 d'aller à 500 000 tonnes. Aujourd'hui, en 2022, la campagne passée, nous étions à 532 000 tonnes. Et l'ambition a été revue par le gouvernement et on nous demande d'aller à 1 million de tonnes d'ici 2025. Beaucoup d'actions planifiées et exécutées avec rigueur et méthode pour atteindre le 1 million de tonnes de riz paddy en 2025. D'après l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, plus de 115 millions de tonnes de porc sont consommées chaque année dans le monde. Dans plusieurs religions au monde, comme dans l'islam, la viande de porc, le sang et les animaux dédiés à d'autres kalas sont interdits de consommation. La rédaction de ESAE Télévision vous propose de suivre l'islamologue Lassisi Bachirou pour en comprendre davantage. Suivez ensemble. L'islam est une religion de paix et de santé. Une religion qui oriente l'être humain, l'individu, dans sa vie globale.
ce n'est pas une religion qui focalise l'adoration uniquement, mais qui essaie de préserver l'être humain tout au long de sa vie. Et c'est pourquoi l'islam, aux côtés du manger, il a eu des législations par rapport à ce que le fidèle doit manger et ce qu'il ne doit pas consommer. Et il voit surtout si cette consommation peut être un danger pour l'organisme humain, il le rend catégoriquement illicite et ne nous permet jamais de la consommer. Et aussi, il a inséré cette consommation dans le cadre de l'adoration. C'est tout comme celui qui consomme, qui respecte ce qui doit être consommé, a adoré le Seigneur le Tout-Puissant et il est récompensé. Et le cas contraire, celui qui consomme ce qui a été interdit, alors a transgressé la loi et il devient quelqu'un qui a commis un péché. C'est vraiment le cas de la viande du porc en islam. Une viande qui a été catégoriquement interdite aux fidèles musulmans. Hurrimat alaykum maytatu wa dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Il dit, il vous a été interdit une viande ou un animal qui est mort, c'est-à-dire un animal qui n'a pas été immolé, égorgé. Et aussi, le sang vous a été interdit, et ensuite il a cité la viande du porc. La viande du porc, en islam, est catégoriquement interdite. Le fidèle musulman ne doit pas la consommer. C'est bien vrai, la viande de porc a été interdite, mais l'islam a dit, si ça arrivait que tu te retrouves à un endroit et que tu es tellement coincé, tu ne trouves aucune nourriture à consommer dans ce milieu et que uniquement c'est cette viande-là qui existe, on te permet légèrement de consommer, surtout pour préserver ta faim lorsque tu vois que la faim ne doit plus être supportée. C'est-à-dire, si tu ne mangeais rien, tu peux rendre l'âme. Alors l'islam a eu pitié de l'être humain, dit tu peux consommer légèrement pour ne pas exagérer. C'est pourquoi il a dit L'Église catholique organise son pèlerinage marial du 18 au 21 août prochain. Les fidèles vont se retrouver en communion avec le Seigneur à la grotte de Dassazoumen autour du thème « Avec Marie, allons à la rencontre du Christ ». Dans un entretien accordé à la rédaction de ESAE Télévision, le prêtre Anissé Nyanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale, expose la portée spirituelle de cet événement. Élément réalisé par ESAE TV. Le pèlerinage tire son étymologie du latin peregrinatio, qui signifie en réalité un voyage. C'est un voyage de son lieu ordinaire vers un autre endroit. Et la spécificité de ce voyage, c'est justement pour aller à la rencontre du Seigneur dans le contexte du pèlerinage. Donc c'est un voyage intérieur que nous faisons et en même temps un voyage extérieur, c'est-à-dire nous quittons nos différentes maisons, nous quittons nos différents villages, nos villes, nos paroisses pour nous rendre à un lieu où le Seigneur nous attend pour nous combler de sa grâce. Donc le pèlerinage, c'est en un mot le mouvement, la marche vers Dieu, la marche vers le Seigneur qui nous attend pour nous accueillir, nous combler de sa grâce et de sa miséricorde. Et c'est un temps privilégié, un temps de prière, un temps de recueillement, un temps de pénitence également. Et les différentes activités qui se déroulent lors d'un pèlerinage le prouvent aussi bien. Nous avons la messe, nous avons le rosaire, la procession avec la Vierge Marie, nous avons la confession, nous avons le chemin de croix, toutes les activités spirituelles justement qui nous permettent cette proximité avec Dieu.
Et ça se passera cette fois-ci encore à Dassa, au pied de la Vierge Marie, elle qui intercède, qui a toujours su intercéder pour nous auprès de son Fils. Donc c'est elle qui nous attend pour nous accueillir et nous obtenir d'abondantes grâces encore cette année. Le 15 août dernier, nous avons célébré, comme chaque année d'ailleurs, la fête de l'Assomption. Et l'Église catholique au Bénin a bien voulu que le pèlerinage national marial se passe juste le week-end qui suit cette célébration de l'Assomption. Donc, on aurait pu choisir une autre date. Ce n'est pas dire que c'est nécessairement maintenant qu'on devrait aller à ce pèlerinage. Mais l'Église au Bénin, l'Église catholique au Bénin, a choisi le week-end qui suit la fête de l'Assomption chaque année. Et donc, c'est l'occasion pour tous les chrétiens catholiques du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur, pour adorer Dieu et pour honorer la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Sport pour mettre un terme à ce journal. La 3e édition du championnat national scolaire a été lancée le dimanche 13 août 2023 à Abomey. Pendant une semaine, plus de 1000 athlètes vont offrir un spectacle au public du stade Omnisport de Goro. Ce championnat national scolaire a été initié par l'Office béninoise des sports scolaires et universités, OBSSU. Le top a été donné le dimanche dernier. Suivez le compte-rendu de la cérémonie de lancement avec l'ERTB. Après Adion en 2022, c'est donc le stade Omnisport de Goro à Abomey qui accueille la 3e édition du championnat national scolaire. Les 12 départements du Bénin sont représentés à cette compétition à travers 4 disciplines sportives: football, basketball, handball et athlétisme. Depuis plusieurs mois, on travaille sur cette organisation. C'est vrai qu'on met beaucoup de pression à l'ensemble des collaborateurs, comme j'avais l'habitude de le faire sur le terrain en tant que capitaine. Quand on fait une mauvaise passe, il faut le dire, il faut tout faire pour s'améliorer, il faut tout faire pour progresser et tout faire pour mettre, parce que c'est notre mission, pour mettre dans les meilleures conditions tous ces jeunes qui viennent compétir, mais pas seulement compétir, et surtout faire des rencontres. Le plateau d'Abomey a fait qualifier pour cette phase nationale uniquement des équipes provenant des classes sportives. C'est bien ce qui fait toute ma fierté en cette occasion solennelle et prouve d'ailleurs à suffisance la pertinence de ce programme de classe sportive. C'est le tour du plateau d'Abomey de révéler notre pays au monde entier. L'idée derrière ce championnat scolaire, c'est la détection et la promotion des talents pour le rayonnement du sport béninois. La phase nationale qui nous réunit aujourd'hui connaît la participation de 1182 participants, dont 1008 athlètes, 60 encadreurs des équipes, 48 officiels, 12 jeunes reporters, 12 jeunes secouristes, 24 marraines, 60 bénévoles et 18 encadreurs du projet Jeunes officiels. Ce gigantesque déploiement s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du secteur sport du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon et porté par le leadership éclairé du ministre Oswald Khomeki. Sous une forte pluie, un match de football masculin lance officiellement la compétition. L'équipe championne en titre du collège Sainte-Rita balaie son homologue du CEG2 d'Abomey sur le score de 4-0. On a bien commencé le match et on a suivi les consignes, on a bien joué. On voit que cette année encore, par la grâce de Dieu, on va encore remporter. On vient de perdre notre premier match parce que le match était un peu très difficile pour nous. Cette 3e édition des championnats scolaires se referme le 20 août prochain. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ESAE TV.